Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, rencontre et échange, l'entretien qui passe sur l'état de santé, sur les questions d'actualité sociopolitique chez nous au Togo. Et on sait que notre pays est profondément en crise et l'on se cherche dans les solutions à trouver pour une sortie heureuse de situation qui n'a que trop perduré. Et chaque semaine, on s'entretient avec un invité de marque pour discuter de la situation et voir les pistes à explorer pour un heureux aboutissement de cette feuille de route qui est proposée par la CEDEAO. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois M. Éric Dupuis, il est de l'ANC, parti membre de la coalition des C14, comme on les appelle. M. Dupuis, merci de cette invitation. Bonjour M. Wilson, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs et téléspectateurs de l'RTDS. C'est cela. Je rappelle que vous êtes aussi le conseiller du président Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC. Alors nous allons parler justement de cette situation qui prévoit actuellement avec beaucoup de remue-ménage, la recomposition de la CENI, les membres de la C14 qui doivent y siéger, votre appel au boycott de l'opération de recensement électoral qui vient de s'achever dans la zone numéro 1. Et alors, mais avant cela, en introduction, est-ce qu'on peut s'enquérir de l'état de santé de M. Habia qui a observé un certain nombre de jours de grève pour la cause que vous savez. Et alors, comment se porte-t-il avec tous les problèmes qui sont liés à son évacuation sur Accra? On sait qu'il se trouve actuellement en soins médicaux à Accra. Rapidement, rappelez-nous comment ça s'est passé. Monsieur Abia, qui est le président du Parti Les Démocrates, membre de la C14, a décidé de faire une grève de la faim illimitée pour appeler les pouvoirs publics à avoir de l'indulgence. Une décision personnelle ou bien vous avez été consulté à la C14? C'est une décision personnelle. La C14 n'en a pas été informée? Elle n'a pas été informée, mais dès qu'on a appris que M. Habia, d'abord dans son premier temps à l'ambassade des États-Unis, et puis après à l'ambassade du Ghana, nous nous sommes tous déplacés à tour de rôle pour aller le saluer, s'enquérir de sa santé, et puis discuter avec lui pour connaître les raisons, sa détermination, ainsi de suite. Et je peux vous dire que le chef de file de l'opposition s'est déplacé à maintes reprises pour le rencontrer et a tenu à être informé pratiquement quotidiennement sur sa santé. Et on va passer les péripéties, la dureté avec laquelle certaines personnalités de l'autre parti, excusez-moi de vous arrêter. Alors dites-moi concrètement, comment ça s'est passé son mouvement de grève de la faim? Puisque bon, dans l'opinion, on n'en sait pas grand-chose concrètement. Grève de la faim, ça veut dire que le refus de s'alimenter. Vous abstenez de vous alimenter et de boire pendant un certain temps. Rien du tout. Rien du tout. Ce qui veut dire qu'à terme, ça peut vous amener à la mort, au décès. Et c'est une situation, c'est une décision très grave. C'est une décision personnelle très grave. Dans les pays démocratiques, dans les pays normaux, quand on assiste à cela, l'État, le gouvernement, veille à ce que la personne qui a choisi la grève de la faim pour réclamer quelque chose puisse trouver une solution, lui apporte une solution, ou alors on entame des discussions avec la personne pour essayer d'éviter que sa vie ne soit mise en danger. Mais malheureusement au Togo, quand on a entendu le ministre de la Sécurité la dernière fois, et à maintes reprises d'ailleurs, il y a une dureté du cœur, une méchanceté à tel niveau qu'on se demande si ceux qui dirigent ce pays ont un respect de la vie du peuple togolais. Si on respecte réellement dans notre pays la vie d'un Togolais, quel qu'il soit. Quand j'entends un ministre dire qui est Habia, mais Habia, c'est un Togolais avant tout. Un citoyen, c'est un citoyen. Et tous les citoyens togolais ont droit au respect de M. Yark, de M. Boukwesi. Si il n'y avait pas de citoyens au Togo, il ne serait pas ministre. Dans un pays normal, dans un pays démocratique, un ministre est au service du peuple. Il n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple togolais, les populations togolaises, ne sont pas
des laquais, ne sont pas des boys, ne sont pas comment dirais-je, des esclaves de ces ministres-là. Ces ministres sont au service de cette population et de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Qui plus est, M. Nicodème Rabia a été député dans ce pays. Il est président d'un parti politique, régulièrement inscrit. Il dit, entend dire, qui est Rabia? Mais qui il est? Qui est cet homme-là qui puisse dire qui est cet autre Togolais? Moi, je considère que nous sommes tous égaux dans ce pays. Quelle que soit la position de l'un ou de l'autre aujourd'hui, nous sommes tous égaux, y compris le chef de l'État. Celui qui dit qui est Rabia, que sera-t-il demain? Que sera-t-il demain? D'autres ont occupé ce poste avant lui. D'autres ont été ministres, ont été généraux dans leur vie au Togo. Et M. Tigani, général Tigani, il a fini avec les menottes aux mains. D'accord. On peut citer pléthore. Donc, un peu de respect vis-à-vis des populations togolaises. Un peu de respect à la vie humaine. À la vie humaine qui habite chacun de nous. Un peu de respect pour ce pays. Si ils sont ministres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple togolais. C'est parce qu'il y a des gens comme M. Rabia que eux, ils sont ministres. Et je peux dire que malheureusement pour eux, on n'est pas ministre à vie. Voilà. Et finalement, on s'est entendu, on s'est arrangé pour l'évacuer sur Accra. Et comment va son état de santé? Pour l'instant, il est en soins, il ne s'alimente toujours pas. Il refuse de s'alimenter? Il ne s'alimente toujours pas, mais il y a des soins intensifs qui permettent de l'amener petit à petit à récupérer, à suivre des soins. Parce que, heureusement, qu'au Ghana, un pays voisin, bien que le Togo ne soit pas une colonie du Ghana, au moins là-bas, on respecte la vie humaine, ce qui n'est pas chez nous. Une évacuation qui s'est faite avec beaucoup de tractations, parce qu'en temps, il semblerait... Est-ce que c'est normal que un pays comme le nôtre, qui se trouve dans une phase de crise profonde, et qui a un Togolais, quel qu'il soit, qui ait choisi ce moyen extrême qu'est la grève de la faim, c'est-à-dire la mise en danger de sa propre vie, pour demander que justice soit faite à d'autres concitoyens, qu'on le laisse mourir, et que même avec l'intervention d'un pays comme le Ghana, qui a envoyé un avion pour venir le chercher, et qu'on interdise à cet avion de venir récupérer un Togolais et le faire soigner à l'étranger. C'est grave. Nous avons atteint le niveau le plus lamentable de l'intolérance et de la méchanceté dans ce pays. Bien, merci pour le cas Rabia, Nicodème Rabia, qui donc a observé une grève de faim et qui continue. Il est dans un état assez affaibli. Vous savez, quand vous avez passé autant de jours sans manger, fatalement, si des actions sanitaires ne sont pas menées urgemment, c'est la fin de votre vie. On estime à 30 jours. Là, il est dans une phase très très critique. Et c'est très difficilement qu'on arrive à lui faire ingurgiter quelques liquides pour pouvoir maintenir son corps encore en vie en attendant de le réhabituer à l'alimentation normale. Comment vous appréciez cela personnellement, son acte, son geste? D'abord, je trouve que M. Nicodème Rabia est un homme très courageux. Il n'est pas facile de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Il a choisi de le faire. Respect pour lui. En même temps, je suis révolté. Révolté
contre ceux qui dirigent ce pays. Parce qu'ils viennent de montrer une fois encore que la vie d'un Togolais n'est rien à leurs yeux. J'espère qu'à leurs yeux, la vie de leurs femmes, de leurs enfants et leur propre vie ont une certaine importance à leurs propres yeux. Parce qu'on ne peut pas tenir de tels propos quand il s'agit de quelqu'un qui soit en danger de mort. C'est grave. Oui, mais connaissant bien le inhumain. système qui nous gouverne, C'est inhumain. Monsieur, s'y attendre à ce qu'on peut cette réaction de la part de... C'est inhumain. On ne peut le comprendre de personne. Moi, Éric Dupuy, je ne peux jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je ne peux jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Vous savez, je ne suis pas étonné, mais je suis révolté. Le 28 décembre dernier, on m'a pourchassé à Lomé ici. On a tiré sur ma voiture des gaz lacrymogènes qui ont explosé. Qu'est-ce que M. Yark a dit? Que c'est un commentaire que je suis un menteur. Il aurait préféré me voir mort. Et là encore, il dirait que j'ai fait exprès de mourir. Voilà, cette mentalité-là, d'où qu'elle vienne, doit être combattue et fermement combattue si on veut restaurer la paix, la confiance, la sincérité et le respect entre les Togolais. Il faut que cela change, fondamentalement. C'est la leçon que je tire de ce lourd sacrifice que notre frère Nicodème Habia a choisi pour venir en aide à ceux qui sont indûment privés de leur liberté pendant de longs mois déjà. Bien, merci. Rencontre échange. Monsieur Éric Dupuy est mon invité, conseiller du président de l'ANC, et donc chargé de communication à l'ANC et à la C14. Alors parlons maintenant de la situation qui est prévue actuellement dans le pays, en commençant par l'état de santé de la C14. Est-ce que c'est toujours cette coalition soudée qui continue à incarner la lutte populaire du peuple togolais? Il faut saluer le courage et la détermination de ces 14 partis politiques avec leur premier responsable qui, c'est vrai, dans un ménage, il y a des difficultés, il y a des dissensions, mais ça fait plus d'1 an que nous cheminons ensemble, que nous travaillons ensemble. Vous voyez, ce matin, j'étais encore en réunion de la C14. Nous avons des réunions quasi quotidiennes pour harmoniser nos décisions, pour analyser la situation. Donc ce sont des personnalités de très haut niveau qui ont une idée très importante, très grande de ce qu'ils font, de ce que ces personnalités font pour ce pays. Parce que ce sont des gens qui ont un amour profond pour ce pays et qui ne font pas la politique de ventre. Ils ne font pas la politique du ventre et qui ne sont pas là pour essayer de tirer les ficelles. Parfois, il y a des incompréhensions. On essaie de les régler. On essaie d'aller de l'avant. Parce que nous nous sommes rassemblés autour de points fondamentaux. Ces points fondamentaux, il faut les rappeler. C'est le retour à la Constitution de 92. Vous y tenez toujours? Bien sûr. C'est pour ça que nous sommes malgré les accords, malgré la feuille de route? Mais la feuille de route, quand on parle, dans la feuille de route des réformes constitutionnelles. Les réformes constitutionnelles, nous voulons avoir l'essentiel qui faisait que la Constitution de 92 était une constitution qui devait permettre l'alternance politique au Togo, que cela soit une réalité. Nous avons comme deuxième point, c'est le vote des Togolais à l'étranger. C'est en cours de discussion. Les réformes institutionnelles, les réformes de la CENI, nous sommes en train, en guillemets, on va en parler tout à l'heure, d'y travailler. Les réformes de la Cour constitutionnelle, c'est en cours. Il y a la réforme de la HAC que nous avons demandée, mais qui n'est pas encore prise en compte. Donc, tout ça là, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés au sein de la C14. Donc, aujourd'hui, ce sont les points essentiels qui œuvrent pour notre détermination à aller de l'avant. Parce que nous nous sommes engagés à travers ces réformes-là à obtenir
l'alternance politique au Togo, parce qu'il ne faut pas oublier que le Togo reste le seul pays de l'Afrique de l'Ouest, ça on essaie de le répéter, hein, de l'Afrique de l'Ouest, à ne pas avoir connu d'alternance politique depuis son indépendance. Je dis alternance politique, démocratique depuis son indépendance. C'est ça. Je peux vous le démontrer si vous voulez. C'est ça. Et les raisons, vous en avez une idée? Et pourquoi ça a tant duré, ça a bloqué jusque-là? Comme le dit, nous sommes un cas particulier dans l'espace ouest africain. C'est tout simplement parce qu'au lendemain de l'assassinat du père de l'indépendance, Ivano Soulenpio, une famille, plus certaines personnes ont accaparé le pouvoir, ont accaparé par la force tout ce pays, et même le chef de l'État, je vais me répéter, le chef de l'État reconnaît qu'il y a une minorité qui accapare les richesses de ce pays. Il n'y a pas que les richesses, c'est tout le pays, le pouvoir, le régime qui est aujourd'hui entre les mêmes mains depuis plus de 55 années. Il faut que cela change. Nous sommes aujourd'hui les singletons de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à la médiation étrangère, le Ghana et la Guinée, qui sont donc... Ça, ce n'est pas le fait de l'opposition. Oui. C'est le chef de l'État qui a demandé à la CEDEAO, à ce moment-là, lui-même il était président en exercice de la CEDEAO, qui a demandé à la CEDEAO de mettre en œuvre un dialogue. C'est ça. Dialogue qui, malheureusement, à mon avis, n'a pas eu réellement lieu. Il y a eu des dialogues séparés, puisque, à part les discussions qu'on a eues au sein du comité préparatoire, où on a discuté directement avec le régime en place, à part ça, il n'y a pas eu de débat entre la C14 et le régime actuel. Il y a eu des débats séparés avec la unilatéral avec la facilitation, oui. Et après, le plénière. Non, il n'y a même pas. Donc, la facilitation, compte tenu de la position, les positions de chaque parti, essaye d'harmoniser les angles. Et maintenant, on arrive au comité de suivi, et maintenant, au comité de suivi, ils viennent, ils nous exposent leur point de vue, et il y a un débat là-dessus. C'est ça. Mais il n'y a pas de débat directement sur les points essentiels tels que nous l'aurions voulu. Et ça, c'est le refus des deux protagonistes, puisque la dernière fois, à la deuxième rencontre du comité de suivi, il vous a été demandé de vous rencontrer directement. Et chacun... J'étais là-bas, mais je n'ai pas entendu cela. Il y a le général Béhanzin, sous forme de boutade, en disant, pendant la pause, allez vous rencontrer. Cela ne se fait pas de cette manière. C'est ça. Si deux partis en crise doivent se rencontrer, cela se prépare. On sait de pourquoi on va se rencontrer, on sait sur quel thème on doit discuter et pourquoi. On ne dit pas aux gens adultes et responsables à la fin d'une réunion, allez dans la salle là-bas et puis discuter. Cela, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une boutade, pour ne pas dire que le général Béhanzin s'est un peu foutu de notre pouvoir. Donc ça veut dire que la méfiance est tellement si profonde qu'entre on peut discuter pour parler des affaires. Pour pouvoir discuter, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait l'espace de discussion possible. Or, aujourd'hui, je constate qu'il n'y en a pas. Regardez, lors du dernier comité de suivi qui a eu lieu à Lomé, la décision qui avait été prise, c'est de reconstituer la CENI, de faire une CENI beaucoup plus homogène, paritaire, avec 8 de l'opposition parlementaire. Non, 8. 5 de l'opposition parlementaire. 8, on va dire, c'est 8. 8 pour l'opposition et 8 pour la majorité présidentielle. C'est ce qui a été dit. Et la facilitation a dit, on n'entend pas opposition, les 14 partis politiques de la coalition. C'est ce qui a été dit. Donc, 8 pour la C14, 8 pour le régime. Et j'entends encore M. Bawara dire, nous, on ne change pas nos représentants. Et c'est pour ça qu'on a dit changer ou maintenir. C'est une formulation que M. Bawara lui-même a proposée. Alors aujourd'hui, je suis surpris d'entendre le ministre de l'administration territoriale
à savoir M. Boupessi, dit qu'il y a un problème entre l'UFC et la C14. Or, M. Boupessi était dans la salle. Vous voyez, quand on a ce niveau de mauvaise foi, il est difficile de discuter ensemble parce que vous ne savez pas comment ce que vous aurez décidé ensemble sera interprété dehors. Donc, c'est ça qui est un peu délicat. J'ai entendu M. Boupessi dire que le représentant de l'UFC ne peut pas démissionner, on ne peut pas le renvoyer, qu'il faut qu'il démissionne. Et tant qu'il ne démissionne pas, il faut qu'il règle ce problème avec la C14. Je suis surpris d'entendre un ministre du gouvernement togolais dire cela. Quand je sais qu'en 2015, les représentants de la CENI ont été renvoyés purement et simplement de la CENI. Et pourtant, ils avaient prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas ému en ce moment-là M. Boupessi. M. Boupessi veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'au Togo, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 lois possibles. Une applicable aux membres de RPT Unir et à ses amis, et une autre loi applicable à l'opposition et aux populations togolaises. Cela ne s'est jamais vu ailleurs. Ce que M. Boupessi dit aujourd'hui concernant l'UFC, pourquoi ne l'avait-il pas dit en 2015 concernant les membres de la CENI renvoyés par le président de la CENI? L'Assemblée nationale n'a rien dit. La Cour constitutionnelle n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. M. Boupessi n'avait rien dit. Alors vous voyez, quand on entend tout ça là, on se dit, soit on marche sur la tête, soit on se fout de nous. Et ça, je suis malheureux de le dire de cette manière-là. Parce que j'ai essayé de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Et je me dis, c'est en réponse à votre question, oui. Et je me dis, discuter en tête à tête avec ces personnes est un risque pour nous. Parce que vous ne savez pas comment ils vont interpréter ou alors comment ils vont faire publier ce que vous auriez décidé ensemble. C'est pour cela qu'avec des personnalités de peu de foi comme cela, il vaut mieux toujours qu'il y ait un œil étranger et une oreille étrangère qui soit présent pour que demain, la vérité puisse être établie. D'accord. Alors si je comprends bien, ce qui bloque maintenant cette recomposition de la CENI, c'est le problème de l'UFC. Ça, ce n'est pas notre problème. Oui. C'est le problème, donc, c'est le problème tel que posé en tant que parti d'opposition. C'est le problème tel que posé par M. Boupessi. Donc cette question-là doit lui être posée. Nous, est-ce que l'UFC est à la C14? Non. Je ne me pose pas la question à savoir. Oui, je ne me pose pas la question à savoir si l'UFC est membre de l'opposition ou pas. Je dis, est-ce que l'UFC est à la C14? Donc c'est bien spécifié que c'est la C14 qui envoie 8 personnes dans la CENI. C'est ce qui est dans la feuille de route telle qu'on nous l'a signifié lors du dernier. Et d'ailleurs, c'est dans le résumé final. Le 31 juillet. Non, pas du 30. Non, la dernière séance, oui. Il y a quoi? Il y a un mois. Oui. Hein? Donc les choses sont très claires dedans. On a dit que l'opposition et le ministre guinéen a spécifié, quand on parle de l'opposition, on parle bien de la C14. De la C14. 8 personnes. Maintenant, si le RPT Unir décide d'offrir un siège au sein de la CENI à son ami UFC, rien ne l'empêche. Vous savez, et pour vous, ça ne Monsieur Wilson, oui. Vous n'allez pas pouvoir me demander, ou je ne vais pas vous demander à vous, de faire un cadeau à un de mes amis.
Si je dois faire un cadeau à mon ami, c'est moi qui fais le cadeau. Je ne vais pas vous obliger à faire un cadeau à mon ami. Ça, c'est le bon sens. Ok, donc le blocage demeure toujours. Vous n'avez pas encore fait votre entrée à la CENI? C'est un blocage organisé. C'est un blocage organisé par le RPT UNIR et l'UFC pour que l'opposition ne soit pas à la CENI pendant qu'ils sont en train de préparer de manière unilatérale leur pseudo-législative. Et c'est là l'inquiétude, parce que pendant que vous n'y êtes pas, on ne vous attend pas, et les choses évoluent d'une manière ou d'une autre. Monsieur Wilson, oui. Je ne suis pas candidat, je suis candidat éventuel, mais je ne suis pas inscrit. Donc ça veut dire que si on doit suivre la loi, je ne pourrai pas me présenter. C'est ça. Et ceci est valable pour tous les membres de ces 14. Donc, si vous connaissez bien les limites du boycott, ces insuffisances, ces lacunes dans notre pays. N'est-ce pas un gros risque que vous avez? Quel risque? Oui, mais au cas où les choses... Non, mais quel risque? Oui. À supposer, M. Eric, que demain, les choses se montent dans mal d'une manière ou d'une autre, et que finalement, vous êtes intéressé par ces élections. Nous ne serons pas intéressés par des élections si nous n'avions pas participé à son organisation. Nous participerons aux élections à condition que tout le chronogramme de ces élections soit établi de manière consensuelle jusqu'au bout. Le vrai problème du Togo, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est un manque de confiance entre les partis. Nous n'avons pas confiance au RPT UNIR. Le RPT UNIR a démontré depuis 55 ans sa capacité à voler les hold-up électoraux, les coups d'État, oui, constitutionnels, 2005, qui a entraîné plus de 500 morts, au dire des Nations Unies. Les élections, la présidentielle de 2015, vous avez vu comment les résultats ont été promulgués. Et vous voulez qu'on réédite cela? Non. Il faut que pour une fois au Togo, nous puissions aller à des élections propres, c'est-à-dire équitables, c'est-à-dire un vote, un Togolais. Pas que dans certaines régions, peu de gens élisent un député et que dans d'autres, 10 fois plus élisent un député. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, si vous prenez la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous allez, en faisant des calculs de rapport, de suffrages exprimés par entité et la représentation nationale, vous verrez qu'un député de UNIR pèse 14 000 voix, 14 000 voix, un député de UNIR en moyenne, et qu'un député de l'opposition pèse 30 000 voix. Est-ce que c'est normal? Ceci est en violation de la Constitution, qui dit que le scrutin doit être égal. Le vote doit être égal. C'est-à-dire un Togolais est un Togolais. Il n'y a pas un Togolais de première catégorie, un Togolais de deuxième catégorie. Il faut que le scrutin soit transparent et acceptable par tous. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait en l'absence de l'opposition, qu'est-ce qui nous garantit sa crédibilité? C'est ça. Rien. Nous connaissons la capacité de nuisance de nos adversaires. Leur faire confiance et aller aux élections dans cette situation serait irresponsable de notre part. Donc, en clair, la C14 s'inscrit dans une logique de boycott de ces consultations de fin d'année? On dit que ces élections, telles qu'elles se préparent, ne peuvent pas tenir. Est-ce que ces élections respectent même la feuille de route? Non. La feuille de route dit qu'il faut que ces élections soient préparées de manière consensuelle. Aujourd'hui, il y a un seul parti qui prépare ces élections tout seul. On vous dit, voilà, nous sommes prêts, on va aller faire des recensements, venez, suivez-nous, on y va.
Dans quel intérêt? Pour que M. Fogna Sibé puisse être candidat en 2020, 2025, 2030. C'est ça qu'on veut? Nous, on dit non. Oui. Et s'ils veulent le faire, ils le feront sans nous. Mais ça veut dire, ça voudra dire que la crise togolaise, ça va aller encore plus loin. Parce qu'on va s'opposer par tous les moyens sur le régime. Oui, alors, ce n'est pas parce qu'on ne serait pas l'Assemblée nationale qu'on ne va pas s'opposer. Si on n'est pas l'Assemblée nationale, on sera dans les rues. Oui, alors ça veut dire que la feuille de route ne suit pas normalement sa route, ça. Si on vous demandait d'en faire un bilan, qu'est-ce qui est réalisé par rapport à ce qui est contenu dans ces recommandations de la CEDEAO? La CEDEAO a fait le maximum, mais malheureusement, le régime RPT qui a fait appel à la CEDEAO ne respecte pas les directives de la CEDEAO. Et les experts électoraux qui sont envoyés, est-ce que vous ne leur faites pas confiance? Ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question, M. Wilson. Il faut poser la question à M. Bawara et à M. Boukessi. Oui, parce qu'en contrepartie, il y a des gens qui sont envoyés. Qui se répandent souvent sur les médias en contre-vérité. Mais ils n'ont qu'à. Il faut que ceux qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que nous sommes aujourd'hui à une phase de la crise qui mine notre pays et qu'il faut un effort de chacun de nous pour qu'on règle définitivement ce problème-là. Personne n'a dit, il n'est pas écrit dans la constitution togolaise que la famille Gnassingbé, le RPT uni, M. Bawara, M. Boukessi doivent diriger ce pays-là ad vitam aeternam. M. Boukessi, je suis désolé de le citer à longueur de temps depuis que... Parce que j'ai été choqué par ses propos la dernière fois. Puisqu'il n'est pas là pour réagir, donc on va éviter de le citer énormément. Il peut réagir quand il voudra. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très honnête. C'est un exemple type de quelqu'un qui a fait une carrière ministérielle. Depuis les années 90 qu'il est ministre, sans interruption. Oui, mais ça concerne le système, pas vous. Et donc, c'est lui qu'on a trouvé pour faire le job. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça change. Oui. Il faut que ça change, que d'autres Togolais capables puissent prendre en main la destinée de ce pays. C'est difficile de considérer que ce sont les mêmes qui régent ce pays depuis 55 ans et qui gèrent ce pays mal. Aujourd'hui, les gens meurent de faim au Togo. Les gens ont des difficultés à payer les scolarités de leurs enfants. Les gens ont du mal à vivre. Et il y a une minorité qui continue dans l'opulence. Je dis, il faut que cela s'arrête. Et pour que cela s'arrête, il faut que le jeu démocratique soit une réalité dans notre pays. C'est-à-dire que les populations, librement, votent pour telle ou telle personne, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit dans les mairies, et que ce soit à la tête de l'État, qu'on vote librement pour choisir un ou des Togolais pour que notre pays avance. Ça se passe partout ailleurs, sauf au Togo. Ce n'est pas normal. Donc, ce que nous voulons au sein de la C14, c'est de tout faire pour que là où nous sommes, dans le dialogue dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on puisse aboutir définitivement à la résolution de la crise qui mine notre pays. Vous savez, on avait eu cette ambition-là en 2006, avec la signature de l'APG. On sait ce qu'ils ont fait de l'APG. On ne voudrait pas que cela soit... Oui, mais parce qu'à l'époque, vous avez fait appel pour venir travailler ensemble et mettre en œuvre l'APG. Vous avez refusé l'offre. Ah non, monsieur Wilson. Il y a, nous, en tant que UFC à l'époque, oui, mais le cas avec Maître Agbouibor, la CDPA, ils sont allés au gouvernement. Mais ensemble, c'est encore plus fort. Mais quel est le résultat? Ça veut dire qu'on ne les a pas laissés travailler. Donc, on ne les a pas laissés travailler. Donc on ne peut pas être dans l'opposition et œuvrer pour la construction, l'amélioration des choses. Non, nous ne sommes pas... Vous savez, si demain on décidait d'un gouvernement de transition, je ne parle pas de gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition, pour mettre en œuvre un programme clair
et précis pour accompagner les réformes et préparer les élections, nous sommes partie prenante. Et c'est ce que vous avez souhaité et que vous n'avez pas eu finalement. Nous sommes partie prenante. Mais si c'est pour accompagner le régime RPT dans ses errances, nous disons non. Nous ne sommes pas là pour servir de béquille à un régime qui est à bout de souffle. Non. Il faut que, pour une fois, on soit conséquent avec nous-mêmes et que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le fassions en toute honnêteté pour aboutir à des réformes profondes qui évitent à notre pays demain des situations telles que nous l'avons connues en 2005. Bien, merci. Rencontre échange, M. Eric Dupuis, mon invité. Nous parlons de la question politique avec cette feuille de route qui a du mal à se mettre en route. Alors, vous avez appelé au boycott de l'opération de recensement et on sait très bien que c'est une opération capitale dans tout le processus électoral. Avez-vous mesuré la portée de votre appel? Est-ce que vous avez eu les retombées? Est-ce que les populations sont allées se faire recenser? Si on demande d'en faire un bilan, quel tableau vous dresseriez? Moi, je ne vais pas me prêter à un jeu de bilan. Je vais dire tout simplement qu'il nous est difficile d'aller à un recensement électoral que nous avons appelé de tous nos voeux. Nous avons demandé depuis plusieurs années de revoir le fichier électoral, qui est un fichier totalement qui n'a ni queue ni tête. Il y a tout dans ce fichier, sauf les Togolais. Il y a tout dans ce fichier, sauf les Togolais. Et nous avons appris qu'il y a eu des enrôlements bizarres. Vous vous enregistrez ici, votre nom se trouve ailleurs. On l'avait déjà connu en 2015. Oui. Maintenant, c'est pléthore. Nous avions dit que la société ZS, qui a reconditionné ses kits, qui a fait la programmation, ainsi de suite, soit elle-même ou une de ses filiales, cette société est en procès avec l'ANC, notamment avec le candidat de CAP 2015. Je veux parler de Jean-Pierre Fabre, qui est le président national de l'ANC. Le président national de l'ANC, candidat à la présidentielle de 2015, a porté plainte contre ZS. Et pourquoi? Pour avoir aidé à la fraude. Et la procédure est en cours. Ça donne quel résultat? C'est en cours auprès du tribunal de Bruxelles. C'est en cours. Et on n'a pas encore abouti. On demande maintenant à cette même société de venir garantir la fiabilité des fichiers. Vous croyez que cette société serait impartiale dans cette situation où nous sommes en procédure, nous sommes en procès avec elle? Nous n'avons pas confiance à ces tests. Donc, quand on a commencé le dialogue, nous avons insisté à maintes reprises pour que la CENI arrête le processus électoral et qu'on reprenne tous les travaux quand la CENI sera recomposée. Ceci a été accepté par la facilitation, d'abord par la facilitation ghanéenne, puis par la CEDEAO. Et officiellement, ils ont demandé à la CENI d'arrêter les travaux préparatoires. Mais dès le 31 juillet, on nous dit, ah, telle phase, c'est fait. Ça a été fait quand? Pendant qu'on avait demandé d'arrêter les travaux. Pendant qu'on avait demandé d'arrêter les travaux, eux, ils ont continué, ils ont fait. Et ils disent maintenant, venez accepter ce qu'on a fait. Nous disons non. Nous disons non. Donc, le fichier électoral est quelque chose d'important dans la fiabilité des prochaines consultations électorales. Nous ne pouvons pas laisser ce recensement électoral entre les mains du seul RPT uni. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la CENI. Or, nous avons présenté nos représentants depuis le 30 septembre. C'est le RPT UNIR et l'UFC qui font tout
pour retarder la présence des nôtres au sein de cette institution. Nous ne sommes pas dans les CELI. Nous ne sommes pas dans les CLC. Il semble que certains de vos militants sont dans les CELI, dans certaines localités. Non, nous ne sommes pas dans les CELI. Nos militants ne peuvent pas aller dans les CELI tant que les partis ne les mandatent. S'ils y vont à titre individuel. C'est nous qui donnons les noms. Nous n'avons pas donné de nom. Nous n'avons pas donné de nom au CLC, comité liste et carte. Or, les CLC, ce sont les CLC qui veillent à l'établissement des cartes. Nous ne sommes pas là. Il n'y a aucun de nos représentants. Et vous voulez qu'on valide quelque chose qui est fait de manière unilatérale, sans l'opposition, ce serait suicidaire et irresponsable. Donc, M. Dupuis, le statu quo perdure toujours. On n'avance pas dans la résolution de la crise. Il faut que pour une fois, nos adversaires RPD Unir ouvrent les yeux et se rendent compte que cette crise est profonde. M. Fogna Sibé, en allant saisir la CEDEAO pour qu'une médiation soit menée, je ne sais pas dans quel but il avait fait cette démarche. Dans le but de régler le problème. Aujourd'hui, les actes qui sont posés sur le terrain ne le démontrent pas. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement de la poudre aux yeux destinée à la communauté internationale pour gagner du temps? Ce ne serait pas la première fois que cela se passe dans notre pays. Le régime actuel est coutumier du fait et nous devons rester vigilants et fermes sur nos positions pour qu'on puisse trouver une résolution durable à la crise. Ce jeu-là, c'est fini. Il ne faut pas que M. Fogna Sibé s'imagine qu'il va nous jouer comme son père a joué le peuple togolais quand il était là. Non, c'est fini. Aujourd'hui, il faut jouer 4 sur table et qu'ensemble, on trouve une solution durable à cette crise. Tout à l'heure, vous avez parlé des efforts que chacun doit faire pour sortir de crise. Quelle est votre part dans cet effort, dans ces efforts qui doivent être fournis pour que... Déjà, nous avons fait un effort énorme en acceptant le dialogue. Parce que quand on était dans la rue, ce n'était pas pour le dialogue. On n'a pas fait des manifestations pour aboutir à un dialogue sans lendemain. Donc, en acceptant d'aller à la table du dialogue, c'est que nous avons fait un effort énorme. Oui, nous avons fait un effort énorme également en suspendant pendant quelque temps la seule arme que nous avions, c'est-à-dire les manifestations, la mobilisation populaire. Oui. Or, le régime en face n'a rien consenti. N'a rien consenti. Nos militants sont toujours en prison. On a libéré quelques-uns sous caution. On a libéré quelques-uns parce que la procédure a abouti à des non-lieux. Mais il y a encore plus de 40 personnes qui sont encore sous les verrous. Liées aux manifestations? Liées aux manifestations ou d'autres raisons. Et on dit il faut trouver une solution politique à cette détention arbitraire. C'est pour ça que Abia est en grève de la faim. Est en grève de la faim. Il ne faudrait pas que des choses de la sorte perdurent dans notre pays. On ne règle pas des questions politiques à travers les emprisonnements. Et ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, en 2013, les incendies des marchés. Moi qui vous parle, j'ai été inculpé dans cette affaire. Parce que en 2012-2013, ce pays était en ébullition avec le CST. Et il fallait arrêter ce mouvement du CST. Et le seul moyen pour l'arrêter, c'est les incendies. Le président national de l'ANC, chef de file de l'opposition, est toujours sous le coup de l'inculpation. Il ne faut pas
instrumentaliser la justice pour régler des problèmes politiques dans notre pays. Ça aussi, c'est un drame togolais. Est-ce que vous faites part de vos préoccupations au comité de suivi? Parce que, par exemple, pour ce recensement qui est organisé dans la zone numéro 1 de façon unilatérale, est-ce que ces préoccupations sont portées à l'endroit de... Systématiquement, nous informons la facilitation. Avant même de prendre la décision d'appeler au boycott, nous avons écrit à la facilitation pour exposer les raisons pour lesquelles nous appelons les populations à ne pas aller s'inscrire. Et quelle était la réaction de la médiation? Ils ont pris bonne note. Vous savez, eux, ils ne sont pas là pour répondre à chaque... D'ailleurs, ce n'était même pas une doléance, nous les avons informés. C'était une information. S'ils avaient eu des urgences à nous communiquer ou alors à nous dire de ne pas le faire, ils l'auraient fait. Mais il n'y a pas eu de retour. Donc, après, on dit vulgairement en français, qui nous dit bon, consent. Maintenant, à ce sujet de l'appel au boycott, nous sommes en train de faire le point sur la première zone, mais déjà, nous appelons les populations de l'intérieur à boycotter dans la deuxième zone. Nos équipes sont en train d'aller vers les préfectures concernées et à partir de lundi, nous allons appeler les populations à ne pas aller s'inscrire. Parce que... Est-ce que vous ne pouvez pas le faire à titre conservatoire, à toute fin utile? On ne sait jamais. On en parle peut-être en début d'émission, mais revenons là-dessus. Pour moi, enfin, pour l'opinion, parfois aussi, c'est porteur de danger, le boycott. Quel danger? Oui, au cas où... Ouais, Monsieur Wilson, si je refuse, si je vous demande de boycotter le recensement électoral, quel est le danger pour vous? Le danger pour vous, c'est de ne pas pouvoir voter. D'accord? C'est des voix de perdu, hein? Non, mais pour qui? Pour l'opposition, pour vous, par exemple. Si moi je ne suis pas candidat, vous n'avez pas perdu votre voix. Supposons que vous ayez choisi d'aller vous inscrire. C'est votre droit le plus absolu. C'est ça. Vous le faites. Et je suppose, c'est une supposition, hein, je ne veux pas dire que vous êtes de l'opposition. Non, c'est une supposition. C'est une supposition que je fais. Et vous avez l'intention de voter pour un parti membre de la C14. Puisque nous, premiers responsables de la C14, nous ne sommes pas inscrits, nous ne pourrons pas être candidats. Donc vous ne pourrez pas voter pour nous. C'est ça. Qu'est-ce que vous perdez? Et nous perdons plus. Alors, l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'à supposer que ce soit normalisé vers la suite. Si c'est normalisé vers la suite, ça veut dire qu'on va nous permettre à nous... Donc on va refaire le recensement? On va nous permettre à nous de nous faire recenser. Et si on nous dit, bon, vous allez vous faire recenser, on dira non. Ceux qui nous ont suivis doivent se faire recenser aussi. Ce serait logique. Moi, je ne sais pas. Supposons que j'ai décidé de me présenter, par exemple, aux législatives à Lomé. Ceux qui souhaiteraient voter pour moi, ou ceux qui auraient souhaité voter pour moi, dans la mesure où je ne suis pas inscrit, je ne pourrais pas être candidat. Maintenant, s'ils se sont précipités pour aller s'inscrire, ils vont voter pour qui? Oui, par le passé, il y a eu de ces cas, hein, des militants... Non, on n'a jamais atteint ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a mis du temps pour appeler à aller s'inscrire ou à aller voter. Là, on a donné l'ordre de ne pas le faire. On a appelé à ne pas le faire. C'est tout. Vous êtes sûr que ça n'a pas été fait? Tout à l'heure, je vous demandais... Non, mais la dernière fois, j'ai rencontré un militant qui me disait, ah, président, moi, je ne suis pas allé m'inscrire. Il me dit ça. Mais j'espère qu'il n'y aurait pas de conséquences pour moi. Alors je lui dis, mais quelles sont les conséquences pour toi? Il dit, mais je ne pourrais pas voter. Alors je dis, supposons que tu te sois inscrit. Tu aurais voté pour qui? Il dit, mais pour l'ANC, bien sûr. Il dit, mais puisque l'ANC ne sera pas candidate. Il dit, ah, je n'avais pas compris ça. Il n'y aura pas de candidat de l'ANC. Il n'y aura pas de candidat de la CDPA.
il n'y aura pas de candidat du CAR, il n'y aura pas de candidat de PNP, il y aura de tous les 14 partis politiques qui constituent la C14. Donc, il faut que le problème soit clair dans la tête de chacun. Ça veut dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si ce régime devrait conduire les élections, le processus électoral à terme, ça voudrait dire que l'opposition qui est en discussion avec le régime à travers la facilitation de la CEDEAO ne sera pas présente aux législatives. Ok, c'est un choix. Hein. Non mais vous voyez le. Bien sûr, mais. Alors normalement, le RPT UNIR devrait se poser la question pourquoi nous continuons les discussions avec la C14, puisque c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui ont préconisé les législatives du 20 décembre 2018. Or, l'un des protagonistes de la crise, l'une des parties aux discussions est absente à ce processus électoral. Est-ce que ce processus électoral a encore un sens dans la compréhension de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO se retrouve toujours dans ses recommandations, dans sa feuille de route, quant aux élections législatives de décembre 2018? C'est une interrogation que toute personne doit se faire. C'est ça. Et dans ce cas, le dialogue est rompu, ça. C'est encore un nouvel échec, alors qu'on avait beaucoup d'espoir dans cette médiation de la CEDEAO. Quand vous discutez avec un régime comme le RPT UNIR, il faut toujours s'attendre à des coups de force. Il s'agit d'un nouveau coup de force qui est en préparation. Est-ce que l'APG n'est pas un échec? Tous les accords qu'on a signés depuis, est-ce que vous avez vu la mise en œuvre d'un seul accord? C'est toujours un coup de force. Donc aujourd'hui, moi je considère que ce qui se passe aujourd'hui avec l'attitude unilatérale de la CENI, l'attitude unilatérale du gouvernement RPT-UNIR, c'est un nouveau coup de force qui est en préparation. Il faut que les populations togolaises le comprennent. La CEDEAO, je vais me répéter, la CEDEAO, pour que les populations, vos auditeurs comprennent bien, la CEDEAO a préconisé des législatives pour le 20 décembre. Avec une CENI inclusive, paritaire, qui sera chargée de préparer ces élections. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la CENI, nous ne sommes pas dans les CLC, nous ne sommes pas dans les CLC. Malgré cela, le processus continue. Nous, les 14 partis politiques de l'opposition formant la coalition, nous ne sommes pas inscrits. Donc, nous ne sommes pas candidats. C'est vrai, pour pouvoir être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. Nous ne sommes pas inscrits. Donc, nous ne sommes pas candidats. Que vaudra alors, dans la compréhension de la CEDEAO, les consultations électorales du 20 décembre prochain? Bien, merci M. Eric Dupuis. Dommage qu'on en est là, hein, parce qu'en fait, le Togolais landais aurait souhaité que de ces assises ou de cette feuille de route sorte quelque chose de bien pour sortir des situations. Alors, dans votre tête, à la C14, quelle est concrètement votre position, votre schéma et votre stratégie surtout? Parce que, vu l'appel au boycott, ça va être plus compliqué après. Non, pour nous, les choses sont claires. Nous disons que dans la mesure où nous sommes allés voir une organisation supranationale telle que la CEDEAO pour nous aider à résoudre ce problème qui mine notre pays depuis des années, il faudrait que on écoute les propositions des chefs d'État de la CEDEAO et que la feuille de route soit respectée et comprendre que si nous voulons
aller à des élections transparentes, équitables et acceptables par tous, il faudrait que nous mettions en œuvre tout ce qu'il faudrait pour aboutir à cela. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, que les deux partis IES, les deux partis se mettent ensemble pour organiser ces élections de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation demain. Et nous souhaitons vivement, ça c'est un mot à l'adresse de nos populations togolaises, nous souhaitons vivement que ce qui se passe aujourd'hui, les discussions avec le concours de la facilitation nous permettent d'arriver définitivement à régler le problème qui mine notre pays depuis tant d'années. C'est-à-dire à organiser l'alternance politique, qu'elle devienne la règle et que demain, chaque Togolais sache qu'en mettant un bulletin dans l'urne, il vote effectivement pour telle personne ou tel parti politique et non un vote perdu, puisqu'on ne tiendra même pas compte de son suffrage. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et nous voulons que cela cesse définitivement sur la terre de nos seigneurs. Donc l'action de la rue est toujours... c'est notre seule arme. Bien, merci, M. Éric Dupuy, conseiller du président national de l'ANC et chargé de communication à la C14 et à l'ANC. Merci, c'est avec qu'on a reçu sur ces questions. Vivement que, ou bien que vous avez encore mot à dire, un mot de fin. Merci beaucoup. Oui. Donc je vous remercie. On n'a pas vu le temps passer. C'est ça. J'espère que nos amis, nos concitoyens qui nous ont écoutés ont pu bien comprendre notre position, que ceux qui sont allés s'inscrire, qui avaient l'intention de voter pour l'opposition, doivent comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, l'opposition C14 n'est pas inscrite. Les partis politiques de la C14 ne sont pas inscrits sur les listes électorales, donc ne peuvent pas être candidats à une quelconque élection, sauf si on refait un recensement électoral qui permet à tout un chacun d'aller s'inscrire. Et que ceux qui, naïvement, ont pensé qu'en allant prendre sa carte, ils pourraient voter pour l'opposition, ils doivent comprendre qu'ils ne le pourront pas, puisque nous ne serons pas présents. Bien, merci. Vivement que tout cela s'arrange, parce que la population n'ont fait que trop souffrir de ces atermoiements politiques qui ne font que freiner le développement de notre pays. Voilà pour la réflexion du jour. Merci à vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci à vous, M. Éric Dupuy. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci.